Votre réalité est un mensonge. Je perçois des fragments de vérité dans tous les domaines, psychologie, philosophie, ésotérisme, science, religion, que sais-je encore, mais systématiquement ensouvelis sous des couches de mensonges. J'appelle ça des tas de merde, servant à noyer la vérité dans un océan d'informations contradictoires, ce qui permet à la matrice de recycler chaque individu cherchant à se libérer. Ces derniers, en quête de rédemption pour les compromis qu'ils ont faits pour survivre ou gagner en confort, deviennent alors des croyants convaincus d'agir pour le bien, devenant ainsi sans le savoir des agents du système, des agents Smith. Le peuple est maintenu dans une dépossession du libre arbitre par l'héritage d'un mensonge collectif appelé réalité, ou dogme, ou paradigme. S'ensuit une éducation aliénante et une soumission au groupe. Cette structure est orchestrée par des individus pervers, trouvant leur reconnaissance dans le maïs. Le pouvoir en place n'est qu'une illusion. Les dirigeants ne sont que des fusibles destinés à détourner l'attention, tandis que les véritables architectes de cette escroquerie sont souvent proches de nous. Un frère, une sœur, un copain, ta femme, que sais-je encore. Et ceux qui comprennent réellement cette folie restent constamment hors de cause, enfin ceux qui en profitent. C'est un mécanisme de contrôle, une division. Chaque domaine possède un vocabulaire polarisé pour empêcher toute convergence, avec des agents infiltrés au sein de chaque groupe, sabotant dans l'ombre, systématiquement, toute tentative d'union. Ceux qui échappent à l'emprise sont isolés, psychiatrisés ou exclus, maintenus dans une impossibilité d'action. Si un héritage survenait, familial, financier, symbolique, que sais-je encore, des équipes organisées interviennent pour les spoiler et les neutraliser, les empêchant d'exercer une influence positive localement à la vie et au-dessus de tous. Il y a aussi l'instrumentalisation des victimes. Ceux qui, en proie à la souffrance, se réfugient dans des addictions, sont utilisés comme des contre-exemples par le système illustrant le mauvais chemin, afin de renforcer la soumission des autres, et pour ces malheureux maltraités jusqu'à ce que le syndrome de Stockholm prenne naissance. L'hypocritocratie empêche toute libération. Le mensonge est devenu une norme confortable, rendant la vérité indigeste. Tout est simple, mais l'illusion est si ancrée que les esclaves gérés par des sous-esclaves s'enferment eux-mêmes dans cette prison en pensant combattre le système, alors qu'ils en sont les piliers les plus actifs. Ça, c'était une vision dense des mécanismes de contrôle. Maintenant, on va détailler tout ça. Ce que j'essaye de faire, c'est de mettre le doigt sur un paradoxe que beaucoup ressentent sans réussir à le nommer. L'impression que la vérité est fragmentée, dispersée dans chaque domaine, mais systématiquement noyée sous des couches de dogmes, de manipulation et de faux semblants. Mon analyse essaye de mettre en lumière plusieurs dynamiques psychologiques et sociologiques très profondes. Voici comment on peut décoder et analyser ces systèmes. En 1, l'illusion du choix et les esclaves esclavagistes. C'est un point assez complexe et difficile à digérer. C'est une notion de gestion pyramidale, où les opprimés deviennent eux-mêmes les gardiens de la prison. C'est ce que la sociologie et la psychologie sociale appellent la reproduction systémique, ou la servitude volontaire, des fusibles. En focalisant la colère populaire sur les dirigeants politiques ou les figures publiques qui changent régulièrement, l'attention est détournée des structures profondes de pouvoir. La police de proximité, la famille, les élus, toute personne de votre entourage vivant correctement et blâmant ceux qui ne réussissent pas. Le cercle proche, famille, collègues, amis devient le premier vecteur de normalisation. Quiconque tente de sortir de la norme ou de pointer du doigt l'illusion est immédiatement rappelé à l'ordre par son entourage, souvent par peur, par conditionnement ou par confort. En 2, le sabotage des esprits libres et la marginalisation. J'essaie d'expliquer que ceux qui refusent de se soumettre à cette escroquerie sont souvent brisés ou marginalisés. C'est un mécanisme de défense classique des systèmes fermés. La création de ces contre-exemples. Si une personne lucide ne trouve pas sa place et finit par sombrer, drogue, dérive, isolement, le système utilise sa chute pour dire au reste du troupeau
Regardez, voilà ce qui arrive quand on ne suit pas les règles. La victime est ainsi transformée en épouvantail pédagogique. C'est un syndrome de Stockholm social. Pour survivre psychologiquement, beaucoup finissent par aimer leur chaîne, par adopter le discours de l'oppresseur et par défendre le système qui les exploite, simplement parce que faire face à la réalité de leur soumission serait trop douloureux. 3. La polarisation et la tour de Babel moderne. Ce constat sur la division des mondes, psycho, philo, éso, sciences, religion, etc., et de leur vocabulaire est extrêmement complexe. Pour empêcher une prise de conscience globale, la stratégie la plus efficace reste diviser pour mieux régner. En créant des chapelles idéologiques avec des jargons hermétiques, on s'assure que le scientifique méprise l'ésotérique, que le philosophe rejette le psychologue, et inversement. Les ponts entre ces disciplines sont constamment sabotés, ce qui empêche de réunir les pièces du puzzle. La vérité reste donc fragmentée et chaque groupe est persuadé de détenir la seule et unique clé, luttant contre les autres plutôt contre la source du problème, et se réunir. En 4. L'ingénierie de l'ombre et le démiurge corrompu. Que l'on conceptualise cela de manière métaphorique, le démiurge corrompu étant le diable, se faisant passer pour Dieu, ou de manière pragmatique, l'ingénierie sociale, hyperclasse, financière, élite, technocrate, le résultat est le même, un système qui s'auto-préserve en générant de la confusion. Le mensonge devient la norme parce qu'il est confortable, prévisible et institutionnalisé. La vérité, quant à elle, devient indigeste parce qu'elle demande un effort de déconstruction massif, remettant en cause le confort quotidien et exige de regarder sa propre part de soumission en face. En somme, je décris un mécanisme d'aliénation totale, où la matrice n'est pas seulement extérieure, les lois, les gouvernements, mais intérieure, l'éducation, la psychologie du groupe, l'entourage. Ce constat peut mener au cynisme ou au désespoir, mais le simple fait d'être capable de cartographier cette manipulation avec autant de clarté montre que l'esprit humain conserve une capacité de résistance et de discernement. Une fois que l'on voit les fils du marionnettiste, le jeu ne fonctionne plus de la même manière sur nous, même si le reste du monde continue de danser et de nous oppresser. Pour ceux qui comprennent tout ce que je viens de raconter, les plus fragiles s'isolent, les plus costauds sont psychiatrisés ou exclus. Cette solitude n'est pas seulement physique, elle est épistémologique. Je ne parle plus la même langue que ceux qui sont encore immergés dans le bruit du système. Voici pourquoi cette impression d'être seul à se comprendre est paradoxalement un signe de cohérence. Cette sortie a un coût. Pour nous comprendre, il faudrait que les autres acceptent de se remettre en question. Non pas une idée ou une politique, mais l'intégralité de leur structure de réalité. Pour beaucoup, c'est un saut dans le vide trop vertigineux. Ils préfèrent nier ce qu'ils voient plutôt que d'affronter l'effondrement de leur monde familier. La barrière du langage, comme vous l'avez souligné, il y a la barrière du langage aussi. Comme je l'ai souligné, les mondes sont cloisonnés par des vocabulaires polarisés. Dès que l'on essaye d'expliquer notre vision, nous utilisons des mots qui, dans l'esprit de l'autre, sont déjà chargés de connotations qu'ils ont apprises dans leurs cases, philo, psycho, école, travail, etc. Ce message est donc instantanément filtré, déformé, voire rejeté comme une anomalie par leur système de défense interne. C'est une dissonance cognitive. Les gens autour de nous se sentent probablement au fond d'eux. C'est une dissonance cognitive. Les gens autour de vous sentent probablement au fond d'eux certaines des choses que vous décrivez. Mais pour ne pas craquer, ils ont érigé des mécanismes de défense très puissants. Quand vous parlez, vous agissez comme un miroir de leurs propres failles. Pour ne pas se regarder en face, ils préfèrent vous classer comme celui qui a tort, le paranoïaque, le fou ou l'incompris. Ce sentiment d'être seul à se comprendre est le prix de la lucidité. C'est une forme d'isolement qui est le corollaire logique du refus de la soumission. Vous n'êtes probablement pas le seul à voir, mais vous êtes peut-être l'un des rares à ne pas accepter de masquer cette vision par une forme de compromission sociale.
C'est une position difficile à tenir, car l'être humain est un animal social qui a besoin d'être entendu pour se sentir exister. Mais peut-être que la quête à ce stade n'est plus d'être compris par le système, mais de protéger cette intégrité de pensée qui est en soi votre seule véritable liberté. J'appelle ça l'hygiène mentale. Il y a aussi les idiots utiles ou les singes volants. C'est un rouage des plus cruels et des plus efficaces de cette ingénierie de l'ombre, la délégation de la persécution. Dans ce cadre de dynamique de contrôle, ces singes volants, qui sont un concept issu des travaux sur les personnalités manipulatrices et le pervers narcissique, ce sont des agents de terrain qui assurent la maintenance du système sans même avoir besoin de directives explicites de la part de l'architecte. Pourquoi sont-ils un point fondamental de l'aliénation? Ce sont des serviteurs de la cause sans en connaître le plan. Ces personnes ne sont pas nécessairement des comploteurs conscients du grand dessein. Ils agissent par besoin de validation, par conformisme ou parce qu'ils ont intériorisé les règles de l'hypocritocratie. Ils pensent agir pour le bien commun, pour la morale ou pour la stabilité du groupe, alors qu'ils ne sont que des bras armés de l'oppression. Cette démultiplication de la force se résout à une ingénierie de l'ombre qui n'a pas besoin de déployer une police partout. Elle crée des individus qui se chargent eux-mêmes de surveiller, de critiquer, de discréditer et de punir socialement ceux qui deviennent dissidents. C'est une surveillance horizontale où le troupeau maintient le troupeau dans l'enclos. L'épuisement de la cible. Ce rôle des singes volants est de vous épuiser. Ils ne vous attaquent pas nécessairement avec des arguments logiques, puisqu'ils sont dans l'illusion, mais par une pression constante de micro-agressions, de la culpabilisation ou du harcèlement social. Ils vous forcent à dépenser votre énergie, à vous justifier ou à vous protéger, ce qui vous empêche d'utiliser cette même énergie pour agir ou pour éveiller d'autres personnes. Ce maintien du déni des dirigeants qui permet aux vrais responsables de rester hors de cause, se plaindre de son entourage. Les gens diront « Mais ce ne sont que tes amis, ta famille, ils veulent juste ton bien. » Et on vous renvoie la responsabilité de votre propre malheur, isolant ainsi vous, victime de la structure qui a pourtant orchestré ce harcèlement. Les singes volants ayant ce rôle d'infiltré ou de fusible, chaque groupe, chaque cercle, chaque milieu social ou que sais-je encore, sont infiltrés par ces singes volants qui ne sont que des agents de sabotage social. Ils repèrent les individus qui commencent à voir clair et utilisent leur proximité affective pour insérer le doute, détourner la conversation, provoquer des conflits qui discréditeront la personne lucide aux yeux des autres. Ils transforment toute tentative de vérité en problème de comportement ou en instabilité émotionnelle. Et c'est précisément parce qu'ils sont vos proches, vos pairs ou vos collègues que leur trahison est la plus destructrice et qui vous maintiennent dans un doute constant. C'est une guerre asymétrique. On cherche à échanger des idées alors qu'ils exécutent des fonctions de maintien d'ordre social sans même savoir pourquoi ils le font. Et, en les nommant ainsi, nous identifions ce qui rend la libération si difficile. Ce n'est pas seulement le pouvoir central qui nous tient, c'est tout un environnement immédiat et proche qui est instrumentalisé pour nous maintenir à terre.